It's the game. Donc ce que je vais faire, on va faire, je pense, pour que ce soit pas trop lourd, en 3 parties. Je pense que tout le monde ne connaît pas forcément l'UDMF. Donc je pense que dans une première partie, je vais présenter l'UDMF, d'accord? Un peu comme si le président Najib Bazergui était là et la façon dont il le présente. La deuxième, peut-être comme je suis tête de liste, très brièvement, parlez-moi de mon parcours, pourquoi j'ai rejoint l'UDMF. Et la troisième, faire un focus, peut-être plus sur les régionales, pourquoi on est dans ces élections, qu'est-ce qu'on attend de ces élections, pourquoi est-ce que c'est important de se mobiliser, etc. Donc l'UDMF, c'est un mouvement politique qui a été fondé à Paris en 2012, si je dis pas de bêtises, 2011-2012, par Najib Bazergui. En fait, c'est venu d'un constat, je pense qu'on l'a tous pu faire à un moment donné de nos vies, c'est qu'aujourd'hui, l'islam et les musulmans prennent une place très importante dans le débat public. Il ne se passe pas un mois ou deux sans qu'on nous sorte une polémique autour de l'islam et des musulmans, et c'est devenu un sujet politique. Ça, c'est le premier des constats. Le deuxième, c'est que de plus en plus en France, dès qu'on veut, on ajoute un peu le chiffon rouge de l'islam, comme je dis souvent, dès qu'il y a un problème. Vous voyez, au lieu de nous parler, je sais pas, de la réforme des retraites, des millions de chômeurs, des sans-abri, aujourd'hui de la crise sociale et des crises sanitaires, on nous parle du voile. C'était le voile des écolières, après c'était le voile intégral dans la rue, maintenant c'est le voile des accompagnatrices scolaires, après c'est le voile à l'université, récemment c'était le voile des mineurs. On a l'impression qu'en France, le problème majeur de ce pays, c'est le voile. On se dit, c'est pas possible, d'accord? Et on voit qu'il y a, depuis 2004, et je vais y revenir quand dans l'historique, on voit que de plus en plus il y a des lois dans ce pays qui ciblent seulement la communauté musulmane. Ça a commencé en 2004 avec la loi qui excluait les filles voilées des écoles publiques, parce que c'était quand même ça l'objectif. Puis ensuite il y a eu la loi sur le voile intégral. Aujourd'hui on le voit dans l'actualité avec la loi séparatisme. Vous savez, parfois je dis souvent, on entend des lois et on les lit pas. Il faut la lire, la loi séparatisme. La loi séparatisme, aujourd'hui, elle donne tous les pouvoirs au préfet. Vous savez, avant, quand on voulait fermer une mosquée, quand on voulait fermer une association, on utilisait ce qu'on appelle les normes ERP, établissement recevant du public. Et donc on venait, et puis il vous manquait une ampoule, il vous manquait un extincteur, une porte de sortie, et ben on vous fermait l'établissement. Et donc on trouvait en quelque sorte des prétextes. Et la loi séparatisme, elle est venue combler, entre guillemets, ce vide juridique, et on donne la légalité à un préfet de fermer un établissement sous la seule accusation de séparatisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus une mosquée, une association musulmane, une ONG islamique qui est à l'abri, si vous voulez. Aujourd'hui, il suffit que demain, il y ait un attentat, et un peu pour chauffer l'opinion publique, et on va dire, allez, on va fermer tel établissement, comme on l'a fait avec le CCIF, avec Baraka City. Et donc, l'UDMF est venu en disant, puisque aujourd'hui on utilise l'islam et les musulmans comme un sujet public et un objet politique, il faut qu'on se mobilise sur ce thème-là. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, donc j'ai dit ça c'est le premier, le deuxième c'est utiliser l'islam comme un chiffon rouge. Et le troisième, c'est le constat que l'on fait, c'est que, vous savez, les résultats politiques, ils sont très scrutés par les hommes politiques. Il y a notamment des observatoires de la vie politique qui disent ouvertement, clairement, que ce qui caractérise aussi bien les quartiers populaires que la communauté musulmane, c'est l'abstention. Moi, je vais vous citer des villes que je connais très bien à Lyon. Vous prenez Vénissieux, Vaux-en-Velin, qui sont des villes qui concentrent une part importante de gens d'origine immigrée et de gens de confession musulmane. Vous avez des 70 à 80% de taux d'abstention. Et ça, c'est scruté par les hommes politiques. Et donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils font un constat très simple. Ils se disent, cette communauté-là, lui taper dessus, finalement, c'est bénéfique. Pourquoi? Parce que ça permet de récolter des voix à l'extrême droite et à droite. Et en même temps, la communauté qu'on vise, elle réagit pas. On peut lui taper dessus. Eux, ils sont encore dans des débats. Est-ce qu'il faut voter? Est-ce que c'est religieusement permis de voter? Ou dès qu'on est face à une difficulté, c'est tout de suite, est-ce qu'on est chez nous en France? Est-ce qu'il faut pas aller vivre à l'étranger? Mais personne n'a essayé, si vous voulez, sur le long terme, un mouvement autonome qui permet, de mobiliser et de dire, il faut qu'on nous représente. Et le dernier point, et ça va faire écho à moi, mon engagement. Moi, j'ai toujours voté, et j'ai toujours voté à gauche. Parce qu'on sait qu'une grande partie de l'électorat, soit d'origine immigrée, soit des quartiers populaires, soit des gens de confession musulmane, votent à gauche. Or, on voit qu'on vote pour des partis, puis une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils font l'inverse de ce qu'ils nous disent. Ça a commencé avec François Hollande. On a eu, vous savez, Gérard Collomb, c'était le maire de Lyon. Et Gérard Collomb, à Lyon, il avait pourtant des bonnes relations avec les associations musulmanes.
au niveau local. C'est par exemple un des premiers à avoir mis en place les repas de substitution. Ça, il disait, voilà, aujourd'hui dans les écoles, il y a des écoles où les enfants ne mangent pas de viande, et donc on va mettre en place des repas de substitution, et c'est quelque chose qui s'est généralisé. Donc il y avait plutôt des bonnes relations. Mais quand il est arrivé au ministère de l'Intérieur et qu'il y a eu des attentats, et qu'on a vu qu'il y avait des problèmes sociaux, et que la gauche n'a pas fait une politique de gauche, eh ben ils ont fait comme tous ceux qui les ont précédés, ils se sont dit, on va mettre en avant la question de l'islam et des musulmans. Il y a eu les attentats aussi qui n'ont pas aidé, qui vraiment nous desservent. Vraiment, déjà, on est choqués parce que, voilà, tuer des innocents, surtout au nom de notre religion, ça nous choque. Mais nous, on a en plus le contre-coup. On sait que, voilà, on est parti pour 2-3 mois de débat sur nous. Est-ce qu'on veut s'intégrer? Est-ce qu'on veut s'assimiler? Enfin, vous voyez, tous les débats qu'on peut voir à la télé et des politiques qui en rajoutent tous les jours sur le sujet. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à voter pour des gens comme ça. On pourrait faire le même constat avec Emmanuel Macron. Bon, c'est pareil, je connais des gens qui sont allés voir Emmanuel Macron, des gens qui sont de confession musulmane, qui lui ont parlé en privé juste avant la présidentielle et qui lui ont dit, voilà, sur ces questions-là, qu'est-ce que vous allez faire? Et lui, il leur a pris l'engagement en privé, il leur a dit, écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'économie. Moi, c'est pas ces questions-là qui m'intéressent, je suis pas là pour taper sur les musulmans. Et c'est vrai que les 3 premières années de son mandat, on va dire qu'il nous a plus ou moins laissé tranquilles. Sauf qu'il y a eu la crise sanitaire, on a vu que ça a été mal géré, on n'avait pas de masque, on a vu que ça a été une catastrophe par rapport à d'autres pays, donc il s'est passé exactement la même chose qu'avec les autres. Maintenant, on a M. Darmanin et Mme Schiappa, ils ont qu'un objectif, c'est nous taper dessus. C'est à celui qui sera le plus liberticide. Maintenant, on nous parle d'interdire aux mamans d'accompagner leurs enfants si elles ont un voile. On nous parle d'interdire le voile des mineurs. On a la loi sécurité globale. On a la loi séparatisme. Comme je vous dis, qui vont donner tous les pouvoirs au préfet. On a la fameuse charte des imams. C'était quand même des gens, pour vous citer, c'est quand même incroyable. Ceux qui sont censés respecter les lois font une charte qui a aucune valeur légale. Et ils disent aux imams, vous la signez. Et si vous la signez pas, vous serez plus invité aux tables, entre guillemets, à la table de la République, et on va vous considérer comme des séparatistes. Vous voyez où on en est? Donc aujourd'hui, c'est ça pourquoi le mouvement UDMF a été fondé, pour ces choses-là, pour dire on ne veut plus voter pour des gens qui font l'inverse de ce qu'ils disent, qui viennent nous voir quand c'est les élections, on va faire. Puis une fois qu'ils sont au pouvoir, ils se disent finalement, ils font soit l'inverse de ce qu'ils disent, et surtout ils se servent de nous comme des boucs émissaires. L'autre question qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi musulmans? Comme j'ai dit, vous savez, tout à l'heure, j'étais sur les marchés à Chambéry, et vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans des listes citoyennes. Et là, par exemple, je vous cite la liste Savoie Avenir, dans les départementales, je discutais avec son responsable, donc c'est une liste citoyenne. Il n'y a rien ni dans le programme, ni dans le nom qui fait référence à une communauté particulière. Pourtant, il me dit, on n'arrête pas de nous dire, vous êtes communautariste, dans votre liste, il n'y a que des maghrébins, etc. Ça, moi, je leur dis, j'ai plus envie, moi, de me cacher, je veux qu'on sache d'où on parle. Oui, on est musulmans et c'est pas un problème. Il y a un parti chrétien-démocrate en France, même s'il a changé de nom, et personne ne s'en est offusqué. Jamais personne, quand ils les invitent, ils leur disent, mais si on n'est pas chrétien, qu'est-ce qui ferait qu'on voterait pour vous? Est-ce que vous voulez vous adresser qu'aux chrétiens? Non. Ils disent, non, nous, on veut représenter l'ensemble des citoyens, on n'a aucun problème avec ça. Mais voilà, le mot chrétien, il fait référence à une morale, à une éthique, à un rapport à notre religion, voilà, vous voyez, à notre foi, etc. De la même manière, nous on dit qu'il faut qu'on soit décomplexé par rapport à ça. On est plusieurs en France, plusieurs millions de musulmans estimés en France. Ça fait maintenant 30 ou 40 ans qu'on est là. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un mouvement politique et autonome. Moi, si je vous parle de mon parcours, c'est ça, c'est de me dire j'ai voté, je me dis mais finalement que la gauche, la droite, c'est toujours la même chose. La loi de 2004, pour vous rappeler, pour vous dire pourquoi est-ce que, parce que la droite et l'extrême droite, généralement, on n'a pas besoin d'argumenter. On sait très bien pourquoi est-ce qu'on vote pas pour eux, au moins ils sont clairs. Mais parfois certains disent est-ce que personne ne peut accueillir votre mouvement à gauche, pourquoi vous n'êtes pas à gauche? La loi sur les signes religieux à l'école, elle a commencé avec deux lycéennes, Alma et Lila Lévy, qui étaient je crois que c'était à Aubervilliers. Et ces 2 enseignants encartés à la LCR, donc à l'extrême gauche, qui ont fait monter la sauce, d'accord, qui ont commencé à mobiliser dans le lycée pour dire on veut plus de femmes voilées, et vous savez que dès qu'on touche à l'islam, ça prend des proportions énormes, d'accord, et on a vu que voilà, ça a fini par déboucher sur une loi qui a exclu les jeunes filles voilées de l'école publique. Donc on a vu ça à l'extrême gauche, on a vu le Parti socialiste, comment ils se sont servis de nos voix pendant des années pour parler en notre nom, et puis dès qu'on prend les micros, ça les dérange, ils veulent bien nous représenter, mais ils veulent surtout pas qu'on parle. Et donc je me suis dit, finalement, vote pour toi. Pourquoi tu votes pas pour toi? Va au bout de ta logique et vote pour toi, au moins tu es sûr que toi, tu vas pas te trahir toi-même. Voilà. Et c'est ça le message qu'on veut lancer. C'est tout ça ce qu'on veut dire, c'est que on fait un constat global généralement, c'est que voilà, les partis traditionnels ne nous représentent pas, que l'abstention, contrairement à ce qu'on dit, non, c'est pas une solution. C'est pas une solution, on le voit bien aujourd'hui. Moi, quand j'entends des gens me dire, ouais, mais il faut s'abstenir, je dis, mais c'est ce qu'on fait déjà, et depuis des décennies. Regardez les résultats dans les quartiers populaires, les taux d'abstention, on ne s'exprime pas. Et vous savez, même au-delà des questions d'islam, ça a des conséquences très simples pour un maire. Un maire, il regarde sa ville, il regarde dans les bureaux de vote, et il se dit, là où il y a des quartiers populaires, ça vote pas, et les quartiers plus aisés, ils votent. Moi, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie d'être réélu. Donc j'ai tout intérêt à faire des choses pour les quartiers où on vote, plutôt que pour là où on vote pas. À Vaux-en-Velin, par exemple, c'est ce qui se passe.
Vous avez Vaux-en-Velin, le Mas du Taureau, la Grapinière, qui sont des quartiers très populaires. Vous y allez, franchement, c'est indigne d'un État riche. Et vous allez, par exemple, à Vaux-la-Soie, qui est beaucoup plus riche, où on a amené le tramway, où on a construit des immeubles récents. Et vous dites, et franchement, ces deux villes, vous avez l'impression que c'est pas la même commune. Simplement, la maire qui est là, elle fait un constat simple. Elle se dit, bon ben, si je fais des choses pour le Mas du Taureau et la Grapinière, ils voteront pas pour moi, parce qu'ils votent pas, finalement, ces gens-là s'en fichent. J'ai plutôt intérêt à faire pour ceux qui se mobilisent et qui votent, et ceux qui se mobilisent et qui votent, ce ne sont pas nous. Donc c'est ce constat-là que l'UDMF a fait, et voilà, c'est pourquoi moi je me suis retrouvé dans ce mouvement. Donc c'est un mouvement que je suivais depuis longtemps, et j'ai adhéré l'année dernière. Et donc l'année dernière, on s'est lancé, donc il y avait les municipales, donc on avait plusieurs candidatures. Nous à Lyon, on s'y est pris malheureusement un peu tard, donc on s'est présenté c'était l'équivalent des départementales, c'était à la métropole. L'objectif, voilà, c'était vraiment d'apprendre en politique, parce que voilà, se lancer c'est une bonne chose, mais c'est aussi une école, la politique. Comment on fait une campagne, comment on ouvre un compte de campagne, comment on dépose des comptes de campagne, voilà, c'est tout ça, comment on réserve une salle, comment on va auprès du public, comment on travaille avec les imprimeurs. Donc ça nous a permis d'apprendre. Et l'élection d'après, donc c'est celle-là, c'est l'élection régionale. Alors, comme je dis souvent, nous, pourquoi est-ce que c'est important de se présenter à cette élection? C'est qu'on veut se présenter à toutes les élections. Parce que l'islamophobie, d'accord, elle s'exprime à tous les niveaux, que ça peut être au niveau communal, avec les pouvoirs du maire, ça peut être au niveau régional, je vais vous citer un exemple, et bien sûr, ça peut être au niveau national. Au niveau régional, il faut savoir que c'est la région qui gère, par exemple, les lycées. Hein, comme je citais tout à l'heure, prenez le cas de ce qui s'est passé à Albertville. Albertville, pardon. Donc il y a une école privée musulmane qui a voulu ouvrir, d'une association qui s'appelle Méligoroche, qui est dans l'œil du cyclone, tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu signer la charte des imams. Et donc ils ont respecté la loi, ils ont respecté tout, le code de l'urbanisme, ils ont respecté les programmes scolaires, ils ont déposé leur dossier. Et donc, comme la loi autorise les écoles privées confessionnelles, ça a été accepté. Le maire de la commune n'a pas apprécié, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un recours en justice. La justice a examiné le dossier. Lui, il a utilisé quoi comme prétexte? Il a dit les places qui sont réservées pour le parking. En réalité, on sait très bien qu'il veut pas d'école musulmane dans sa commune. Bon, comme il peut pas le dire comme ça, faut qu'il trouve des prétextes. Et je vous dis, la loi séparatisme, elle leur permet désormais de plus avoir à chercher de prétextes. Mais comme elle n'est pas encore en vigueur, il a dit, voilà, il n'y a pas suffisamment d'espace réservé pour le parking. Ouais, c'est un truc bidon. Donc ils sont allés en justice et la justice a dit non, cet argument est pas valable. On vous ordonne de permettre l'ouverture de cette école parce qu'elle respecte la loi et qu'il n'y a aucun problème. Donc il s'est dit, bon, ben, sur le plan juridique, ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Il a écrit un papier dans le Figaro pour dire, ah ben, il y a une école islamiste qui veut ouvrir dans ma commune et vous voyez, je suis démuni en tant qu'élu. Dès qu'on entend islam, musulman, islamiste, hop, il y a des néons qui s'allument au ministère de l'Intérieur. Et donc M. Wauquiez s'est emparé du sujet, c'est remonté jusqu'à M. Darmanin. Les députés étaient en train de parler de la loi séparatisme. En urgence, ils ont rajouté un article qui vient expliquer que si vous avez une école qui est soutenue par un État qui est ennemi de la France, en fait, ils visaient la Turquie, parce que ce sont essentiellement des musulmans franco-turcs. Donc, ils ont rajouté cet article de loi dans la loi séparatisme. Aujourd'hui, la loi leur donne toujours raison, mais on sait que voilà, on va leur mettre des bâtons dans les roues, parce que même M. Darmanin a dit, on fera tout pour que cette école ne puisse pas ouvrir. Là, on a un cas typique d'islamophobie qui s'exprime au niveau municipal, au niveau régional et au niveau national. On le voit bien aujourd'hui. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant avec l'UDF? Une fois qu'on a fait ce constat, qui est très souvent partagé, parce que moi, quand je discute avec les gens, ils voient bien, ils en ont un peu ras-le-bol, qu'on leur parle du hijab, qu'on leur parle du halal, qu'on leur parle des mosquées, qu'on leur parle de tout ça. Donc on se dit, une des solutions qu'il faut que l'on fasse, c'est qu'on s'investisse dans le champ politique. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée un rapport de force. C'est le rapport de force qui va compter. Et ce rapport de force, il faut qu'il s'établisse sur le plan politique. Moi, je suis engagé dans l'associatif, vous savez, depuis 2007 ou 2008. Et j'ai vécu aussi un cas personnel que beaucoup d'autres associations ont vécu. Donc on a une association musulmane à Lyon qui gère le centre islamique Tawhid. Donc on fait des activités, puis un jour on a décidé d'ajouter comme activité la prière du vendredi. Vous savez que le vendredi, Lyon et dans beaucoup de villes de France, on voit bien que malheureusement on a tous un problème commun, c'est que généralement on manque de place. Et donc on s'est dit, on a un centre, on a des mosquées aux alentours qui sont vraiment débordées le jour du vendredi, on va faire la prière du vendredi. Donc on a déjà un certain nombre d'activités, plus on a rajouté celle-là, on pense qu'il y a eu une plainte peut-être des voisins qui ont vu qu'il y avait des va-et-vient le vendredi entre midi et 2, et donc c'est remonté jusqu'à la mairie. Et un peu, on a eu comme par hasard dans la foulée ce qu'on appelait une visite ERP, donc on est venu, on nous a dit voilà, dans cette salle, si vous faites la prière du vendredi, elle est capable d'accueillir 150-200 personnes, si vous en accueillez plus, il vous manque telle chose et telle chose, et du jour au lendemain, on nous a fermé les locaux.
Et on s'est retrouvé, on a un centre de formation qui accueille 500 étudiants, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec, voilà, il fallait se débrouiller, de continuer toutes nos activités, nos conférences, les activités pour les enfants, les cours pour les adolescents, le centre de formation pour les adultes. Le maire du 6e, donc, parce qu'on est dans le 6e arrondissement de Lyon, nous a dit oui, vous inquiétez pas, on va vous trouver une salle. Une fois qu'on a fermé, il n'y avait plus de salle disponible. Et donc, on s'est retrouvé comme ça. Et c'est ce que je disais aux membres de l'association avec moi. Je dis, vous voyez bien qu'en fait, tout le travail associatif que l'on fait, on le construit sur du sable si on n'établit pas un rapport de force politique. Parce que demain, vous pouvez mettre toute l'énergie que vous voulez à ouvrir une école. Beaucoup nous disent l'avenir, c'est l'éducation. Oui, l'avenir, c'est l'éducation. Mais tu peux mettre 10, 15 ans entre l'obtention du permis de construire, la récolte des fonds, le recrutement des enseignants, etc. Tout ce travail que ça demande, 10, 15 ans. Et puis 5 ans après, un homme politique, il décide de se faire élire sur nos, comme on dit un peu familièrement, sur nos côtelettes, et hop, l'établissement va fermer. Donc c'est pour ça que ce travail que nous on veut faire, c'est vraiment un travail de long terme. Et ce que nous on veut dire, c'est que voilà, il faut se mobiliser et se mobiliser politiquement. Certains vous disent voter, ça sert à rien. Nous on dit pas que voter, ça va tout changer. Moi je crois pas que voter va tout changer. Je dis pas que le fait demain il faut mettre un bulletin dans l'urne et rentrer chez soi. Non, bien évidemment que le travail associatif, les manifestations, tout le travail qu'on peut faire au quotidien est utile. Mais le levier que nous on n'a pas, le levier que nous dont on se sert pas, c'est vraiment le levier politique. Et c'est pour ça on dit voilà, qu'est-ce que veut faire l'UDMF? L'UDMF il veut créer un rapport de force. De dire aujourd'hui on ne veut plus que l'islam et les musulmans dans ce pays servent de bouc émissaire. Voilà, on ne veut plus servir de bouc émissaire. On ne veut plus être la variable d'ajustement. Dès qu'un gouvernement est en difficulté, il veut se faire élire, hop, il nous sort la carte de l'islam, la carte des musulmans. Et là, les présidents, c'est pour ça. Alors, je vous dis, c'est un travail de long terme, ça va pas se faire là maintenant, d'accord? Mais voilà, le mouvement, on se fait connaître. On a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Moi, pour vous donner un exemple très concret, à Lyon, c'est que depuis l'année dernière, déjà le fait d'être présent au régional, c'est déjà un exploit. Vous savez, moi j'ai beaucoup de journalistes qui m'ont dit, mais comment vous avez fait? Personne ne nous attendait. Comment vous avez fait pour réussir à avoir une liste, pour réunir 230 noms? Parce que voilà, quand on allait voir les gens et qu'on leur explique la démarche, ben, ils comprennent. Et de plus en plus de gens comprennent qu'effectivement, le fait de ne pas s'exprimer, d'accord, politiquement, ça nous nuit. Alors la solution, vous le savez bien, elle n'est pas de voter pour des partis traditionnels. On a essayé, on voit la catastrophe aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça qu'on propose un parti politique autonome, indépendant. D'accord? C'est à nous après de l'investir, c'est à nous de faire le travail. Pourquoi se présenter au régional? Donc comme je l'ai dit, nous on se présente à toutes les élections. Pour nous, c'est important d'être présent. Là, il y avait deux objectifs au régional. C'était ce que je vous ai dit là, le premier, c'est de continuer à se former politiquement, parce que voilà, la politique, faut savoir en faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on puisse entendre parler de nous. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, ça a fonctionné. D'accord? Parce qu'on voit, on a eu des interventions, on a eu beaucoup d'invitations. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup d'invitations médiatiques en tant que tête de liste. Il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints sur les réseaux sociaux. Puis les gens entendent parler de nous. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est ça, d'une part, donc qu'on entende parler de nous. Et derrière, c'est de recruter. Vous savez, pour faire de la politique, il faut deux choses. Il faut des moyens humains, d'accord, et des moyens financiers. Si vous n'avez pas les deux, on ne pourra jamais rivaliser avec les grandes listes politiques traditionnelles, d'accord. C'est pour ça, c'est un travail de long terme, voilà, et petit à petit, on avance. Là, en 2015, il n'y avait qu'une seule région, c'était l'Île-de-France. Là, on est déjà présent dans 4 régions. Donc l'Île-de-France, la Bretagne, le Grand Est à Strasbourg et ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, on progresse. On espère l'année prochaine se présenter un peu partout aux législatives. Je vais peut-être faire une parenthèse sur les législatives pour dire pourquoi c'est important. Et donc voilà. Et donc c'est ça. Pourquoi il faut des moyens humains? Parce que vous voyez bien qu'il faut être sur le terrain, il faut convaincre les gens, il faut distribuer des tracts, il faut coller des affiches. Et le deuxième nerf de la guerre, parfois qu'on néglige, moi je le savais pas avant de m'engager en politique, c'est l'argent. Parce qu'il faut savoir que par exemple, pour imprimer des affiches, tout ce qu'on appelle la propagande électorale, donc les affiches, les tracts et surtout les bulletins de vote, bah, tout ça c'est à la charge des candidats. Par exemple, pour vous donner un exemple très concret des difficultés qu'on a à chaque élection, c'est que les bulletins de vote, par exemple, à cette élection, théoriquement, il y a 5 ou 6 millions d'électeurs dans toute l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, théoriquement, il faudrait 6 millions de bulletins de vote dans les bureaux pour que tout le monde puisse voter UDMF. Or, malheureusement, c'est plusieurs dizaines, voire peut-être plus de 100 000 euros. Ces moyens-là, on les a pas. Donc nous, par exemple, on est obligé de faire ce que font beaucoup de petits partis, c'est d'en imprimer beaucoup moins. Donc là, par exemple, on en aura 500 000 et de les mettre dans des endroits qu'on estime stratégiques. Mais ça veut dire que l'immense majorité des communes, on ne sera pas présent. Donc ça veut dire que ça implique que les gens impriment eux-mêmes leur bulletin de vote. D'accord? Et donc, déjà, on sait que l'électorat auquel on s'adresse, déjà, c'est difficile de le mobiliser politiquement. Si en plus il faut imprimer le bulletin, là, on en demande un peu trop. Mais pour vous dire qu'à terme, ce sur quoi on veut travailler, c'est ça, c'est de s'y prendre beaucoup plus tôt, parce que c'est vrai que là, ces 2 dernières élections, on les a fait à 2-3 mois à l'avance, mais en réalité, il faut que dès qu'une élection termine, on se prépare à l'élection suivante pour dire, voilà, si vous avez vraiment du temps et vous partagez les valeurs de l'UDMF, voilà, rejoignez-nous. Et après, le deuxième travail, c'est de dire aux gens, oui, pour faire de la politique,
politique, il faut de l'argent. On a été habitués, nous, à financer nos mosquées parce qu'on est dans un État laïque. Aujourd'hui, on nous habitue petit à petit à financer nos écoles. De la même façon, je dis, il faut qu'on commence à expliquer aux gens pourquoi c'est important de financer un parti politique. Parce que ça, les concurrents, en plus, ce qui est bien dans la politique, dès qu'on atteint le chiffre de 5%, qui est largement atteignable pour nous, en réalité, surtout sur des élections locales, on a droit à des remboursements. D'accord, c'est-à-dire qu'on est remboursé. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit présent le jour de l'élection, de ne pas négliger les voix, et qu'à terme, on puisse être remboursé de notre frais électoral. C'est ceux qui disent on ne s'occupe pas de la politique, on leur dit vous occupez pas de politique, mais la politique s'occupe de vous. Nos concurrents, toutes les affiches que vous voyez et tout, c'est avec nos impôts que c'est payé tout ça. Parce que quand les partis sont remboursés, ils sont remboursés avec l'argent public. Il y a toute une partie de nos impôts qui sont consacrés au financement de la vie politique. Et donc ça veut dire que nos impôts servent à financer des gens qui nous tapent dessus. Même Marine Le Pen, elle est remboursée avec de l'argent public. Donc autant que cet argent, il serve à des partis qui nous défendent réellement et qui ne se servent pas de nous. Et puis une fois qu'ils sont élus, ils font l'inverse de ce qu'ils nous racontent. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc pourquoi les législatives? Donc là, on va faire les régionales. Il faut vraiment essayer de se mobiliser au maximum. Nous, ce qu'on regarde, c'est pas le résultat final. On n'a tellement pas les moyens de nos concurrents. Comme je dis, il y a des départements entiers, par exemple, où on n'aura pas de bulletin de vote. Donc forcément, ça va avoir une incidence sur les résultats. Mais ce qu'on regarde, c'est dans des endroits où on a mis des bulletins de vote, dans certains quartiers, etc. Les résultats qu'on fait, ça nous permet d'avoir une indication sur là où il est pertinent de se présenter, là où il est pertinent d'avoir des candidats. Pourquoi est-ce que les législatives, c'est important? Parce qu'il y a une loi, je crois pas qu'elle ait changé, qui dit qu'un parti politique qui présente 50 candidats, qui est présent dans au moins 50 circonscriptions et qui fait 1% dans ces 50 circonscriptions, il a le droit à des financements publics. Ça veut dire que chaque voix, on va lui donner 1,40 € et quelques. Pour vous donner un exemple tout bête, l'année dernière aux européennes, les dernières législatives, en 2017, il y a eu une association de défense des animaux qui s'est présentée, qui a réussi à faire ces 1% dans plus de 50 circonscriptions. Ils ont eu pendant 5 ans 94 000 € chaque année de financement. Et c'est comme ça qu'ils se sont présentés. Et c'est avec cet argent-là qu'ils ont réussi à se présenter aux européennes et à faire près de 3%. Donc nous, c'est un objectif, et c'est un objectif affiché, qu'on va marteler, on va dire il faut absolument qu'on soit présent, parce que si on arrive à faire ça, et c'est largement faisable, généralement, aujourd'hui, la plupart des gens entendent parler du DMF, c'est très rare qu'on se présente dans une circonscription où on fasse moins d'1%, d'accord? Donc ça veut dire, ce qui est important, c'est d'avoir des candidats, une fois qu'on a les candidats, de faire quand même le travail de terrain pour essayer de faire le plus grand score possible, et si on arrive à faire ça, on aura le droit à des financements publics. Une fois qu'on a les financements publics, déjà, on est quand même soulagé, parce que aller à la recherche de dons, ça prend beaucoup de temps, et quand on passe du temps à rechercher des dons, c'est du temps qu'on passe pas forcément sur le terrain, à essayer de convaincre les électeurs et à faire campagne électorale. Donc voilà, l'UDMF, c'est vraiment un mouvement qui s'inscrit sur le long terme, c'est vraiment un mouvement qui veut instaurer un rapport de force. Moi, comme je dis souvent, je reviens sur mon cas personnel, vous m'auriez demandé il y a peut-être quelques années en arrière, j'aurais jamais pensé m'engager en politique. Je le fais pas pour l'argent, je le fais pas pour la gloire, je le fais même pas pour être élu. Je le fais parce que je vois bien que si à terme si on estime que notre avenir il est ici, que l'avenir de nos enfants il est ici, on sait que voilà, j'ai pas envie moi de grandir dans une société où mes enfants devront se justifier sur leur religion, où demain on va humilier ma fille en lui disant d'enlever son hijab, où elle aura aucune chance de trouver un travail si elle décide de se voiler, même si elle a des diplômes. Voilà, c'est pas cette société dans laquelle j'ai envie de grandir. Je veux que voilà, l'islam et les musulmans aujourd'hui, nous sommes français, l'islam de facto c'est devenu une religion française, quoi qu'on nous en dise, d'accord? On sait que l'immense majorité des musulmans de ce pays, leur avenir il est ici. Parce que des fois j'entends, peut-être qu'on peut aller, moi j'ai vécu à l'étranger, on peut aller à l'étranger. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas 6 ou 7 millions de personnes qui vont aller s'installer à l'étranger. Quand bien même il y aura un départ massif, rien qu'avec l'immigration, la France fait appel à l'immigration chaque année, il y a la majorité des immigrés qui viennent dans ce pays sont de confession musulmane, parce que souvent ils viennent d'Afrique noire ou d'Afrique du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Donc la question de l'islam et des musulmans, elle va pas disparaître, d'accord? Et on sait très bien que la solution, il y a aucun pays qui va accepter des millions de personnes. Il suffit de voir les Syriens, nos frères syriens, ce qu'ils ont vécu. Il y a 4 millions de Syriens qui vivent à l'étranger. Il suffit de voir malheureusement la situation dans laquelle ils sont pour voir que c'est pas la solution. Non, pour l'instant, la solution, c'est de se battre ici, et c'est de créer un rapport de force. Tout le monde le fait. Les chasseurs le font, les minorités sexuelles le font, tout le monde le fait. Tout le monde défend ses intérêts. Nous, on est pratiquement les seuls à être aussi nombreux, et à ne pas réfléchir comme ça à un rapport de force. Ce qui marche aujourd'hui, c'est véritablement le rapport de force. Et voilà, c'est ce que veut faire l'UDMF. Je ne vais pas m'attarder, j'ai déjà parlé beaucoup. Je pense que c'est bien si on consacre un moment, si vous avez des questions. Et donc voilà, donc pour les régionales, ce sera le 20 juin. Donc ici à Annecy, on sera présent. Donc on a la chance ici d'avoir des militants. Donc
Je sais qu'il y a beaucoup de colistiers qui viennent de la ville d'Annecy et ça nous a beaucoup aidé. Donc à Annecy, on sera présent. Dans ce département, à Chambéry, à Albertville, on va mettre des bulletins de vote. Et puis après, il y a plein de communes où on ne sera pas. À Annemasse, normalement aussi, on sera présent, etc. Donc voilà, l'objectif, c'est ça. Donc le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est ça. C'est si vraiment vous pensez que c'est utile, si vous avez du temps, le minimum, c'est de voter. Si en plus, vous pensez que c'est une bonne chose et que vous souhaitez adhérer, là, on sera vraiment satisfait. Et donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des... Oui. Par rapport à l'UDMF, est-ce que vous pouvez juste nous dire quel est l'objectif ou les statuts du parti? Donc le parti, l'UDMF, comme j'ai dit, c'est l'Union des démocrates musulmans français. Donc le mot musulman, il a deux sens. D'accord, comme j'ai dit, aujourd'hui, de facto, c'est devenu un sujet politique. D'accord, l'islam s'invite dans les débats régulièrement. On le voit même lors des débats présidentiels. Pour moi, personnellement, c'est aussi, comme je dis, c'est une étude qui a été assumée. Voilà, j'ai envie de faire de la politique aussi avec mes convictions. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. J'ai voté pour la gauche, j'ai voté François Hollande. Et personnellement, je suis contre le mariage pour tous. Donc j'en ai marre de voter pour des partis, je vote pour eux. Et en même temps, il y a des pans entiers du programme avec lesquels je suis pas d'accord. Comme je dis souvent, moi, je suis enseignant, donc je peux en parler. J'ai pas envie de voter pour des partis de gauche. Franchement, je vous dis vraiment ça. Et après, demain à l'école, je vais me plaindre qu'on enseigne à mon enfant, on lui lise des livres, Karim met du rouge à lèvres ou Mehdi porte une jupe. Je me dis, il faut pas être schizophrène. C'est moi qui ai mis ma voix dans l'urne pour voter pour ces gens-là et c'est inscrit dans leur parti. Donc autant faire de la politique avec ses convictions. Donc aujourd'hui, voter UDMF, c'est vraiment pour mes convictions. Donc c'est un parti politique reconnu, légalisé, dont les statuts ont été déposés, donc qui existe depuis plus de 10 ans. Si je devais résumer, c'est ça, l'objectif principal, c'est ça, le message principal, c'est de lutter contre l'islamophobie. D'accord ? Là, sur les régionales, on a un programme. Sur le plan économique et social, on se situe franchement à gauche. D'accord ? C'est-à-dire que voilà, on veut plus qu'il y ait la casse du service public comme on l'a aujourd'hui. On veut plus que, aujourd'hui, en France, on le voit à travers l'état des hôpitaux. Moi, je le vois à travers les écoles. On est vraiment en train de supprimer des moyens. Tout ce pourquoi les générations précédentes se sont battues. D'accord ? Tout ce qu'ils ont obtenu, on est en train de revenir dessus progressivement. D'accord ? Peut-être que les gens ne le voient pas, justement, parce que ce que je disais, la stratégie, c'est vraiment d'agiter le chiffon rouge de l'islam. On dit non, ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est l'immigration, c'est les musulmans, c'est la mosquée du coin qui va ouvrir. Les gens sont pas au chômage à cause des musulmans, ils dorment pas dehors à cause des musulmans, ils sont pas dans les logements insalubres à cause des musulmans, ils se retrouvent pas leurs enfants dans des écoles où il y a 30 élèves et un prof qui est là une fois sur deux et qui est pas remplacé à cause des musulmans. Les musulmans, ce sont pas le problème. Le problème, c'est la politique qui est menée. Donc c'est pour ça, nous, ce que l'on veut aussi, c'est ça, c'est leur dire, au lieu de nous parler de l'islam et du musulman, parlez-nous de la crise sociale, parlez-nous du chômage, parlez-nous des 9 millions de pauvres, parlez-nous des quartiers insalubres, parlez-nous des problèmes de logement. Oui, c'est tout ça. On leur dit ce qui nous préoccupe tous, c'est de ça qu'ils font parler, et c'est pas de parler, franchement, on aura progressé dans ce pays quand on aura dit à une mère de famille, t'as le hijab, tu peux pas accompagner tes enfants. C'est digne, franchement, que le Sénat, le Parlement, le ministère de l'Intérieur nous parle de ça. C'est vraiment un problème en France, de parler du voile des mineurs d'une fille de 13-14 ans. Je vous explique qu'à 13 ou 14 ans, une fille ou un garçon, elle peut pouvoir changer de sexe. Là, elle est suffisamment mature pour prendre une décision comme ça. Par contre, pour porter un hijab, non, elle n'est pas suffisamment mature. Mais de quoi je me mêle? Donc c'est tout ça, c'est ça le message central qu'on veut passer, c'est qu'on veut plus de cette islamophobie. Il faut plus seulement lutter, il faut lutter contre, comme l'a fait le CCIF, comme le fait d'autres associations, c'est-à-dire sur le plan juridique, mais le véritable combat, il est à mener sur le plan politique. Le jour où les hommes politiques verront que s'ils tapent sur l'islam et les musulmans, derrière, il va y avoir une réponse politique, soit qu'ils ne seront pas réélus, soit qu'ils seront sanctionnés, à mon avis, à ce moment-là, le discours changera. J'ai répondu? Donc la question c'est est-ce que certaines personnes ne se sentent pas concernées? Oui, bien sûr, certaines. Pardon, excusez-moi. Est-ce que tu peux parler plus fort, excuse-moi. Est-ce que du coup vous comptez, on va dire, faire un peu la même stratégie, c'est-à-dire plus tard peut-être rechanger le nom pour que, on va dire, plus de personnes se sentent concernées par le parti, d'une part, et dans une deuxième question. Vas-y. La deuxième, ce serait, du coup, on a des combats à mettre, des actions à mettre en place, comme les affiches et tout ça. Et du coup, on sait que le problème, c'est l'abstinence concernant la communauté. L'abstention. Du coup, est-ce que, on sait qu'il y a quand même une bonne partie des musulmans qui se posent la question sur, on va dire, islamiquement, est-ce qu'on peut voter ou pas. Justement, il y aura un travail à faire là-dessus pour justement convaincre cette partie déjà, pour gagner peut-être plus en vote par la suite. Donc pour la première question sur le nom du parti, à court ou moyen terme, je pense pas qu'il y ait l'intention de changer de nom. Au contraire, comme je dis, nous, c'est une étiquette qu'on assume.
Voilà. Moi, je sais pas si vous regardez, si vous tapez mon nom sur Google, j'ai été invité dans un certain nombre de... Ou si vous allez sur le site du parti, vous allez trouver, on met en place les interventions médiatiques. Donc, je réponds à toutes ces questions. Est-ce que vous adressez à l'ensemble des Français? Qu'est-ce que vous pensez de la République, de la laïcité? Mais le mot musulman, on l'assume. C'est pas une tare, d'accord? C'est pas un défaut d'être musulman, non. On est parfaitement citoyen et parfaitement musulman. Il n'y a pas de contradiction, contrairement à ce qu'on nous dit entre les deux. La preuve, c'est qu'on vit en France, on pratique notre religion et en même temps on est français. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Donc, sur l'abstention, effectivement, il y a deux, généralement. Moi, je pense que le problème, c'est pas le problème religieux. Je pense que ceux qui nous disent que voter, c'est pas halal, nous, on se place pas sur le plan théologique. Ouais, moi, je me place sur le plan politique. Je suis pas là pour parler en tant qu'imam. Mais en réalité, je pense que c'est pas le problème. Je pense que dans la communauté, c'est très minoritaire. L'immense majorité des gens qui s'abstiennent, ils le disent parce que ça sert à rien. Soit ils disent parce que ça sert à rien, soit ils disent on a déjà essayé et ça a rien changé. Donc, ceux qui nous disent ça sert à rien, je vous dis que ça sert pas à rien. Croyez-moi, je vous dis pas que ça va tout changer, mais je vous dis que voilà, les hommes politiques réfléchiront à 2 fois, d'accord, avant de nous taper dessus. Et ceux qui nous disent qu'on a déjà essayé, on leur dit, vous avez essayé des partis traditionnels, votez pour vous maintenant. Si vraiment vous pensez que personne ne vous représente, faites comme moi. Engagez-vous, investissez-vous, et quand je dis votez pour vous, ou, voilà, par exemple, je sais pas, vous êtes dans une circonscription ou dans une commune où il y a personne, engagez-vous. Moi, je suis toujours surpris de voir dans des villes, il y a quand même des villes où on voit des maires qui ont fait de l'islamophobie. Regardez ce qui se passe à Béziers. Le maire, il est carrément allé jusqu'à ficher les enfants musulmans. Et il dit, dans certaines classes, il y a 80% d'enfants musulmans. Franchement, quand on commence à ficher les gens en fonction de leur confession, c'est inquiétant. Et par exemple, dans une ville comme ça, moi, j'ai été étonné qu'il n'y en ait pas un qui s'est dit, bon, ben, nous, on va se mobiliser, et ce maire-là, on va lui montrer qu'on n'a pas l'intention de se laisser faire. Ouais, c'est ça l'idée. C'est vraiment de se mobiliser pour se dire, lui, il s'est dit, ben, finalement, il a été réélu dès le premier tour. Alors, certes, il y a eu une grosse abstention, et puis il y a eu le Covid. C'était un peu particulier, les municipales derrière, mais résultat, il a été réélu. Pourquoi est-ce qu'il changerait de politique? Vous allez à Béziers, vous allez voir, il y a 2 mosquées, j'y suis allé personnellement, il y a des quartiers populaires. Si on vous dit que dans des classes, il y a 80% d'enfants musulmans, ça veut dire qu'il y a des écoles où il y a 80% de familles musulmanes. Mais si ces familles-là, elles sont nombreuses, mais elles n'arrivent pas ce nombre, il n'est pas présent dans les urnes, mais on se retrouve avec des maires comme Robert Ménard qui nous tapent dessus, et si on s'abstient, finalement, on leur donne raison. Sur le plan théologique, c'est de moins en moins. On a de moins en moins de gens qui nous disent c'est interdit de voter, c'est pas halal de voter. Et puis après, si c'est pas halal de voter, va au bout de la logique. Alors c'est pas halal de payer des impôts, parce que c'est des impôts qui servent à financer la vie politique. Tu vois, il faut être, j'ai envie de dire entre guillemets, cohérent. On peut avoir ce point de vue. Moi, j'ai pas de problème avec ce point de vue. Ça peut arriver. On peut diverger, ne pas être d'accord. Mais je pense que le cœur du souci, l'immense majorité des réactions, c'est voter, ça sert à rien et ça changera pas les choses. C'est sur cette idée-là qu'il faut faire évoluer les mentalités. Alors, nous, on fait le travail, j'ai envie de vous dire. Alors, on ne dit pas que c'est la faute des électeurs ou quoi. On met vraiment l'énergie qu'on peut mettre. Franchement, il y a des gens ici qui ont fait campagne avec moi. On s'économise pas. Là, je cherchais mes mots. Franchement, on s'économise pas. Après, c'est les électeurs qui vont faire. Mais déjà, l'année dernière, par exemple, je me suis présenté à la métropole de Lyon. C'est dans juste une circonscription. Il y a des villes, par exemple, comme à Saint-Fond, où on n'a pas fait une campagne de dingue, on est arrivé à 6%. Et à partir du moment où vous dépassez la barre des 6%, vous commencez à peser dans le jeu politique parce qu'il y a un jeu d'alliance qui se fait au second tour. Et même si même aujourd'hui, à court terme, je pense pas que l'UDMF, sauf peut-être dans certaines communes, si vraiment on y met le paquet, mais soit en mesure de gagner. Ça va prendre du temps, c'est un travail de long terme. Moi, les résultats, j'espère pas les avoir le 20 juin prochain. Les résultats, je veux les avoir dans 10, 15, 20, 25 ans. C'est là où vraiment, aujourd'hui, comme je dis souvent, on pose les graines, et puis on espère vraiment récolter les résultats, peut-être même dans une génération, en disant, voilà, pour ça, il faut pas s'attendre, il faut pas se dire, voilà, ils ont pas fait un gros score, finalement, ça sert à rien. Non, là, on va commencer certes avec des petits scores, mais on espère faire des plus gros scores à l'avenir. D'ailleurs, pour vous dire, j'ouvre une parenthèse et je reviens, quand ils analysent les résultats de l'UDMF, ils regardent même par bureau de vote. Ils ont dit, par exemple, à Mantes-la-Jolie, il y a des bureaux de vote où ils sont allés jusqu'à 10%. C'est-à-dire que juste en étant déjà entre 5 et 10%, les hommes politiques, parce que comme l'a dit Daniel, les élections municipales aujourd'hui, ça se joue parfois à très peu de voix, ils réfléchissent et ils se disent, bon, ben, s'il y a un électorat et s'ils se bougent, ben, ils orientent, d'accord, leur politique, et ils orientent leurs propositions en disant, ben, on va peut-être pas mettre des bâtons dans les roues de la mosquée d'à côté, on va peut-être mettre les moyens dans l'école où leurs enfants étudient, parce que sinon ils vont pas voter pour nous. Donc j'ai envie de dire ça dépend vraiment, vraiment des électeurs, d'accord. Moi, je pense que plus le temps il va passer, plus on sera nombreux, plus on aura investi le parti, plus on sera présent dans des villes, d'accord, et plus les résultats grandiront et viendront avec. Il y a déjà eu 2 propositions de loi pour vous dire comment on s'inquiète en haut lieu. Monsieur Xavier Bertrand, donc dans les Hauts-de-France, et Bruno Retailleau aussi. C'est tous deux députés de droite qui ont déjà déposé qui ont voulu déposer des projets de loi pour interdire ce qu'ils appellent les listes communautaires. Et nous, on sait qu'on était visés.
D'accord? Donc c'est vous dire qu'ils s'inquiètent. Pourquoi? Parce qu'il y a une ville à Maubeuge où il y a certains bureaux de vote où l'UDMF a fait entre 30 et 40%. Donc c'est un militant qui a mobilisé tout le monde. Et là, j'ai dit, venez, on va voter. Et donc là, il s'est dit, moi, je vais me représenter au régional. S'il commence à faire des résultats comme ça, c'est pas bon. Et donc plutôt que de changer son discours, lui, il s'est dit, on va l'interdire. Alors le président de la République a répondu en disant qu'il n'y avait rien dans la loi qui permettait de les qualifier de communautaires et que voilà, il y avait un parti chrétien-démocrate. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison valable de dissoudre l'UDMF. Puis je pense que ce serait mal vu. Alors je dis pas qu'on est à l'abri avec ce gouvernement. Moi, voilà, tout est possible. Mais voilà, c'est l'objectif. Après, ça dépend des électeurs. C'est pour ça que je dis ça dépend de vous, de la mobilisation que vous allez faire. Juste pour vous donner un exemple, c'est voilà, demain, c'est discuter si on est d'accord. C'est voilà, vous autour de vous de mobiliser, de vous présenter à l'élection. Il faut oser franchir le pas. Il faut être prêt à le faire parce que c'est vrai que voilà, vous allez être médiatisé. Il faut être capable quand même de répondre en public. Il faut être capable voilà de voir entre guillemets sa vie un peu privée venir sur le devant de la scène. On va chercher votre passé, vous fouillez. Moi, je l'ai vu là dans des articles. Oui, c'est un militant, il milite dans tel truc, il fait telle chose. Mais bon, voilà, si on a peur, si on dit on va pas le faire parce qu'on a peur, on n'arrivera à rien. D'accord? Parce que c'est ce que veut faire le gouvernement, nous faire peur. Donc c'est pour ça que je dis mobilisez-vous, engagez-vous, si vraiment on veut que les choses changent. Oui. Comme l'a dit Daniel tout à l'heure, et comme je disais tout à l'heure avec la liste Savoie à venir, dès qu'ils voient des Maghrébins s'engager en politique, et si en plus ils savent qu'ils sont musulmans, vous avez le titre communautaire. Et moi, quand je vois des gens se défendre, non, mais on n'est pas communautaire, non, mais non, je dis, assumez ce que vous êtes. Moi, j'assume ce que je suis. Je dis, c'est pas un parti communautaire au sens où quand on s'adresse à l'ensemble des Français. Bien évidemment qu'on sait que c'est ceux qui sont de confession musulmane ou d'un quartier populaire qui vont voter pour nous. Mais quand Lutte ouvrière s'adresse aux gens, il s'adresse pas aux patrons, il s'adresse aux ouvriers. Quand le Parti communiste s'adresse aux gens, il s'adresse essentiellement aux travailleurs, à la France d'en bas, il s'adresse pas aux MEDEF. Vous voyez? Donc tout le monde cible des électorats. Quand il y avait chasse, pêche, nature et tradition, il s'adressait aux chasseurs et à la France rurale et il l'assumait. Et personne ne leur disait vous êtes communautaire. Alors pourquoi quand on s'adresse au quartier populaire et à la communauté musulmane, on serait communautaire? Et puis est-ce qu'eux-mêmes ils sont pas communautaires? Regardez le visage de l'Assemblée nationale. Ils ont tous le même âge, c'est essentiellement des hommes blancs, des hommes d'un certain âge. Et pourtant ils s'estiment pas eux être en communauté entre eux. Eux aussi c'est communautaire ce qu'ils font. Donc c'est pour ça. Après ça inquiète toujours. Toutes les luttes qu'il y a eu, les luttes de l'immigration, les luttes des quartiers populaires, elles ont toujours inquiété le pouvoir en place. C'est pour ça qu'il a toujours voulu mettre sa mainmise dessus. Voilà, on estime que cette page-là, il faut la tourner parce qu'on a trop subi. C'est comme au Sénat, quand ils ont fait les amendements sur la loi séparatisme, ils ont fait, c'était à celui qui allait avoir la mesure la plus liberticide. Et c'est là où ils ont fait interdire le voile aux accompagnatrices, interdire le voile aux mineurs. Les députés, les républicains qui ont fait ça, ils savaient très bien que ça allait pas passer. Ils savaient très bien que constitutionnellement, ça passait pas. Mais comme elle dit Delphine, c'était pour envoyer un message à leurs électeurs et pour dire, regardez, nous, on va encore plus loin. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, la gauche, elle court après la droite, elle court après l'extrême droite, voire elle la dépasse. Regardez le débat Darmanin-Le Pen. C'est Darmanin qui dit à Madame Le Pen, sur l'islam, vous êtes trop souple. Ça en dit long, quand même, donc c'est ça, aujourd'hui. C'est vraiment, eux, ils veulent envoyer des messages à leurs électeurs. Et ben, c'est à nous, maintenant, de leur envoyer un message. Là, on leur dit, il faut changer ça. Qu'est-ce qu'il faut faire sinon? Voter pour ceux qu'on a voté depuis toujours. Il faut freiner ça. Regardez ce qui s'est passé à Givors. Givors, c'est un maire étiqueté communiste, mais d'origine maghrébine qui a été élu. Vous voyez comment on en a parlé. Un maire communautaire, on est allé fouiller. En fait, dès qu'ils voient même un élu juste d'origine maghrébine, rien que ça, déjà, ça les dérange. Alors qu'il a rien dans son programme, même dans le parti où il est, vous voyez, qui a montré qu'il y aurait des soi-disant signes de communautarisme. Mais nous, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on assume. Moi, quand on me pose la question, on me dit, est-ce que vous êtes musulman? Je dis, oui, je suis musulman, et alors? Il est où le problème? Est-ce que vous êtes engagé associativement dans une structure islamique? Oui, je suis engagé. Et alors? Oui. On a grandi en France avec des gens de différentes origines. Moi, je connais plein de gens qui sont d'origine espagnole, d'origine italienne. Quand il y a un match de foot, ils soutiennent leur pays d'origine. Ça dérange personne. Un France-Portugal au Stade de France où il y a 60 ou 70% du public qui sont des gens d'origine portugaise et qui vivent à Paris. Et personne ne leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous choisissez le Portugal? Quand les Arméniens, il y avait le conflit en Azerbaïdjan et que la plupart des Arméniens ont soutenu et certains sont même allés combattre là-bas, là, les hommes politiques ne leur ont pas dit, mais attendez, vous avez la double nationalité, vous êtes français ou arménien, vous? Il n'y a qu'à nous qu'on pose cette question-là. Eux, ça les dérange pas. Quand vous avez des jeunes en France qui sont des franco-israéliens, qui pendant qu'on massacre des Palestiniens, ils vont dans l'armée israélienne, et parfois, peut-être même qu'ils commettent des massacres. Il y en a un qui est décédé lors de la dernière guerre, ou le dernier massacre plutôt qu'ils ont commis à Gaza. Il revient en France et là, il n'y a pas de problème. Personne lui dit, mais attends, toi, t'es plutôt français ou israélien? Qu'est-ce que tu défends? Il n'y a qu'à nous qu'on pose cette question. Il n'y a qu'à nous à qui on demande de choisir un camp. Et ça, je vous rejoins. Mais c'est pour ça que je vous dis, une fois de plus, c'est une question, c'est vraiment changer les choses sur le plan politique. Je vous raconte une anecdote qui m'a été rapportée un jour sur CNews au BFM. Il y avait un débat entre Julien Drey et Éric Ciotti.
Donc Eric Ciotti, il est très à droite, même à l'extrême droite. C'est tenté qu'il y ait une frontière maintenant entre les deux. Et donc Eric Ciotti, voilà, il tape sur les musulmans, il tape sur les musulmans. Ensuite, ils finissent le débat, ils sont dans les coulisses, et Julien Drey lui dit, mais pourquoi est-ce que vous tapez sur les musulmans comme ça? Qu'est-ce que les musulmans vous ont fait? Eric Ciotti lui dit, moi, les musulmans, ils m'ont rien fait. Il dit simplement, moi, je suis un élu des Alpes-Maritimes, j'ai un électorat de pieds noirs et de gens qui sont très à droite. Demain, je vais retourner dans ma circonscription. Si je tape pas sur les musulmans, on va venir me voir et me dire pourquoi. Vous voyez? Il oriente son discours en fonction de l'électorat, parce qu'il est élu des Alpes-Maritimes, il sait que là-bas l'électorat, il est très à droite. Et vous l'envoyez en Bretagne où l'électorat il est à gauche, il a un discours de gauche, il va vous dire non, le multiculturalisme c'est génial, les services publics c'est très bien, etc. Vous voyez? Et ben nous c'est ça ce que je veux dire, c'est que si on se mobilise pas, on n'arrivera pas à orienter le discours de ceux qui nous gouvernent. Parce que je vous dis, on s'abstient, ils le savent, ils le voient. Ils le voient qu'on s'abstient, ils le voient à travers les élections, ils le voient, eux ils analysent les résultats bureau de vote par bureau de vote, hein, vraiment. Et donc ils se disent, les bureaux de vote dans les quartiers populaires, 70-80% d'abstention, pourquoi est-ce que je vais me mobiliser pour eux? Vous voyez, c'est pour ça qu'ils orientent le discours en fonction de ça. Oui. Alors, moi j'ai voté pour vous, et j'aimerais savoir qui est Farid. Qui est Farid? Donc moi, je peux vous dire brièvement, je suis marié, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, je suis lyonnais de naissance. Hein. J'ai fait mes études à Lyon, j'ai fait des études de sciences politiques, après j'ai fait du journalisme. J'ai travaillé essentiellement en Égypte en tant que correspondant de presse pour la Tribune de Genève. Après je suis rentré, j'ai fait quelques piges, j'ai travaillé pour d'autres structures, et après comme j'ai pas réussi à trouver un emploi stable dans la presse écrite, j'ai décidé de passer le concours d'enseignant. Donc aujourd'hui j'enseigne le français et l'histoire géo dans un lycée public à Villeurbanne. Et voilà, mais ce qui m'a emmené en politique, c'est comme je vous dis, voilà, mon engagement associatif. Donc en 2007, j'ai commencé à prendre des cours de religion dans une association qui s'appelle l'Union des jeunes musulmans, qui est connue à Lyon, qui gère le centre islamique Tawhid. Et donc l'année d'après, voilà, je me suis investi dans l'association. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, j'ai vu comment on nous mettait des bâtons dans les roues, parce que quand vous êtes engagé dans l'associatif, vous rencontrez des imams, des responsables associatifs, des gens qui essayent d'ouvrir des écoles. Et j'ai vu, voilà, sur le terrain, c'est vrai que parfois même certains musulmans, ils s'en rendent pas compte quand ils sont pas engagés, ils disent on se plaint, mais qu'est-ce qui se passe au-delà des discours médiatiques? Quand vous êtes sur le terrain et que vous vous battez, vous voyez bien les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Ça peut être des choses toutes bêtes, comme avoir une salle municipale pour faire une conférence grand public, ça peut être, vous voyez. Donc voilà qui est Omer Farid. Après, je sais pas si je peux vous dire autre chose. Donc pour ça, j'ai dit, voilà, il faut pas rester dans le domaine associatif. Parce qu'on peut faire une super association. Le CCIF, c'était quand même une association qui était en bonne santé financière. Ils avaient des avocats, des juristes. Ils avaient un rôle consultatif à l'ONU. C'est quand même pas rien. Mais quand Darmanin a décidé de dissoudre, il a dissous. S'il y avait un vrai poids électoral dans notre communauté, et il s'était dit, mais si je dissous le CCIF, les prochaines présidentielles, on sait qu'il n'y aura pas une voix pour nous et qu'ils vont se mobiliser, je peux vous assurer qu'il ne l'aurait pas fait. Mais comme il sait que voilà, finalement, on va crier, on va gueuler, et puis après, voilà, c'est comme vous savez sur la question palestinienne, je cite souvent pour faire le parallèle. Manifester, c'est bien. Mais si on attend chaque massacre, on descend dans la rue, on manifeste, après on rentre chez nous, ça n'a aucun impact sur le terrain. Ce qu'il faut faire, c'est un travail de long terme. Ça peut être aussi un travail politique, mais c'est le travail de boycott, c'est le travail de sensibilisation. Oui, c'est tout ce travail qu'il faut faire sur le long terme. Et là, sur la politique, c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment un travail de long terme, aller chercher l'électorat, essayer de peser, etc. pour pouvoir demain. Moi, je suis confiant. Franchement, je suis confiant en l'avenir. Bon, ça va nous demander du temps, ça va nous demander beaucoup d'énergie, mais quand je vois sur le terrain, quand on discute avec les gens comprennent, ils voient bien que ça peut pas continuer comme ça. Parce que sinon, je dis, aujourd'hui, on a une Marine Le Pen à 40%, elle nous dit, moi, je vais carrément interdire les signes religieux dans la rue. Est-ce qu'on va arriver à une période où carrément, on va devoir, nos sœurs, nos épouses qui portent le hijab, comment elles vont faire pour se balader? Vous voyez, il faut pas qu'on arrive à cette situation, il faut qu'on se réveille avant, parce que nous, on croit que ça va pas arriver, non, c'est pas grave. Quand ils ont voulu l'interdire à l'école, ils l'ont interdit. Si demain, ils l'interdisent à l'université, ils le feront. Si nous, on répond pas à ça, et on répond pas politiquement, l'avenir, il risque d'être plus compliqué que ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Ce que je trouve plus inquiétant, c'est qu'on dit Le Pen, elle n'est pas au pouvoir. La question, c'est est-ce que les idées de Le Pen, elles sont pas déjà au pouvoir? C'est pas un gouvernement qui est officiellement d'extrême droite qui a dissous des associations. C'est un ministre de l'Intérieur officiellement qui est à droite, soi-disant la droite républicaine, qui dit on va perquisitionner 80 mosquées pour envoyer des messages. C'est terrible. Ça veut dire, il dit, je me sers des services de l'État. Il sait de facto que ces mosquées ont rien à se reprocher, mais ils vont envoyer des messages. C'est quand Collomb, qui est soi-disant étiqueté PS, il était ministre de l'Intérieur, qu'il a lancé des milliers de perquisitions. Il y en a que quelques dizaines qui ont abouti à des poursuites judiciaires. Ils disent, ouais, on est allé vérifier chez les gens. C'est-à-dire, on vient chez vous.